diffusion de ce grand journal, dont voici les titres. Baisse des denrées de première nécessité de leur prix. Donc, le gouvernement est à pied d'œuvre. Hier, une large concertation a permis de mettre un dispositif pour que la baisse soit effective. En Guinée-Bissau, les putschistes au devant de la scène. Après avoir arrêté le Premier ministre, ils contrôlent la capitale, le point de la situation dans ce journal. Et puis en fin de journal, Koumba Diakhatemar nous fait le round-up de toute l'actualité sportive. Et c'est dans Week-end Sport. Bienvenue. Tout de suite, nous passons à la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Avec nous sur ce plateau, Ibrahima Mboup. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Tierno. Bienvenue pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Merci. Communiqué du Conseil des ministres du 12 avril 2012. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 12 avril 2012 à partir de 10h au Palais de la République sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, le président de la République. Dans sa communication, le chef de l'État, après avoir félicité le Premier ministre et tous les ministres, leur a souhaité ses vœux de réussite, les a assurés de toute sa confiance et de son soutien constant. Il les a exhortés au respect du code de conduite et des orientations tracées dans son message à la nation du 3 avril 2012. Le verdict de l'élection présidentielle du 26 février 2012 révèle une forte volonté de changement dans la conduite des affaires de la nation. À ce sujet, le président de la République a défini les paramètres d'une gouvernance nouvelle qui replace l'intérêt des citoyens sénégalais au cœur de l'action publique et qui devra être fondée sur la solidarité gouvernementale, le secret absolu des délibérations du Conseil des ministres, de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements plus responsables et plus soucieux de transparence. Le président de la République a en outre insisté sur l'impératif pour le gouvernement de développer des capacités pour produire du changement par la prise en charge des préoccupations de nos concitoyens, la restauration de l'état de droit et de l'autorité de l'État, le rapprochement entre l'État et le citoyen, le retour aux symboles et valeurs de la République. Sur le dernier point, le président de la République a instruit le Premier ministre de prendre toutes les diligences pour la tenue prochaine d'un séminaire gouvernemental sur les nouvelles règles protocolaires de la République. Poursuivant sa communication, le président de la République a également instruit le Premier ministre d'une part de diligenter le processus d'état des lieux des finances publiques, du patrimoine de l'État, tant mobilier qu'immobilier, et de son parc automobile, et d'autre part de mettre en place rapidement un groupe de travail en relation avec l'inspection générale d'État, la délégation au management public, pour rationaliser l'organisation administrative. Revenant sur le décret de répartition des services, le président de la République a précisé que pour un souci de célérité, il comprend à ce stade toutes les structures existantes, mais il reste entendu que l'administration sera redimensionnée et l'affectation des services rationalisée. Dans sa communication au Conseil, le Premier ministre a remercié le président de la République de sa confiance et a redit toute la détermination et l'engagement résolu du gouvernement à se mettre au service des populations et du pays. Il a félicité les ministres et il les a exhortés à travailler avec efficacité, méthode et célérité dans la rigueur, la solidarité, la recherche permanente de synergie et de complémentarité, tout en restant constamment à l'écoute de nos concitoyens. Après avoir esquissé à grands traits la situation économique défavorable du moment, rappelé l'acuité des problèmes posés et l'ampleur de l'espoir suscité, le Premier ministre a exposé les premières mesures ci-après de réduction du train de vie de l'État. Suppression des voyages en première classe pour toutes les autorités publiques, limitation stricte des missions à l'extérieur, recensement exhaustif du parc automobile de l'État et restitution des véhicules détenus de manière irrégulière, inventaire exhaustif des locaux conventionnés par l'État et résiliation des contrats pour ceux occupés irrégulièrement, recensement des immeubles appartenant à l'État et établissement de la situation de leur occupation en vue de leur attribution dans des conditions régulières et transparentes, inventaire des immeubles de l'État cédés dans des conditions irrégulières ou de non-transparence,
résiliation de toutes les lignes téléphoniques utilisées par des non-ayants droit, rationalisation de la gestion des lignes téléphoniques dans l'administration avec la mise en place de restrictions pour les bénéficiaires et la définition de plafonds pour les abonnements, rationalisation des contrats spéciaux, mise en œuvre d'opérations de contrôle des effectifs des personnels de l'administration publique. À ces mesures s'ajoute celle-ci après: l'état des lieux sur les conditions d'octroi des terres à des privés, l'identification urgente des transactions, marchés, actes et décisions administratifs nécessitant le déclenchement d'inspections et d'audits, l'ouverture d'enquêtes pour faire la lumière sur les cas de décès observés lors de manifestations durant la pré-campagne électorale. Poursuivant sa communication, le Premier ministre a informé le Conseil des concertations déjà engagées ainsi que des rencontres et conseils interministériels prévus sur la baisse des prix des denrées de première nécessité, sur l'assistance en vivres de soudure, la préparation de la campagne agricole et la crise scolaire et universitaire. Enfin, le Premier ministre a rendu compte au Conseil de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec son homologue mauritanien sur les cas d'arrestation et d'expulsion de Sénégalais établis à Nouadhibou. Cet entretien entre dans le cadre de la sauvegarde et de la défense des intérêts de nos compatriotes établis à l'extérieur. La communication du Premier ministre a été complétée par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre de l'Énergie et des Mines, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre de l'Économie et des Finances. Le ministre de l'Économie et des Finances a en particulier appelé l'attention du Conseil sur la situation financière très tendue de l'État, notamment de la trésorerie du mois d'avril, où les dépenses seraient de l'ordre de 267 568 milliards de francs CFA contre des recettes budgétaires estimées à 118 073 milliards, soit un déficit de trésorerie de 149 492 milliards. À la suite d'un échange très large sur les différentes questions soulevées, le président de la République a instruit le Premier ministre de procéder à la vente de l'avion de commandement La Pointe de Sangomar par les soins du ministre de l'Économie et des Finances et a demandé que l'ouverture d'enquêtes sur les cas de décès intervenus lors de manifestations durant la pré-campagne électorale sur les inspections et audits se fasse dans le strict respect de la présomption d'innocence. En ce qui concerne la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le président de la République a instruit le Premier ministre de mettre en place un groupe de travail chargé d'évaluer l'existant et de formuler des propositions de réaménagement des textes législatifs et réglementaires ainsi que des mesures permettant aux institutions chargées de la lutte contre la corruption, le détournement de biens publics, le recel de biens publics ou l'enrichissement illicite de remplir pleinement et sans entrave leur mission. Le chef de l'État a en outre informé le Conseil des décrets qu'il a pris pour abroger le décret numéro 2012-301 du 23 février 2012 portant approbation de la convention de concession passée entre l'État du Sénégal et la société MTL Infrastructures et Services SA, et ce numéro 2012-366 et 2012-367 du 20 mars 2012 portant respectivement déclassement partiel de la réserve spéciale de Ndiaïel et affectation d'une assiette foncière au projet agro-industriel Sen-Huile Sen-Éthanol. Aussi, il a signé le décret numéro 2012-444 modifiant celui numéro 2001-72 du 26 janvier 2001 relatif à l'importation des véhicules, cycles et cyclomoteurs usagés. Ce décret fixe désormais à 8 ans au lieu de 5 ans la limite d'âge pour l'importation de véhicules de tourisme. Il a demandé au ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales de préparer des décrets annulant les découpages de collectivités locales et rétablissant dans leur mandat les conseils locaux démocratiquement élus en mars 2009.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant dérogation aux dispositions des articles L39, L65, alinéa 1, L151, LO 152, L172, L177, LO 184 du Code électoral. Le président de la République a informé le Conseil de la visite de travail et d'amitié qu'il effectuera le dimanche 15 avril 2012 à Banjul et de celle qu'il effectuera à Paris le 18 avril 2012 sur invitation du président de la République française, M. Nicolas Sarkozy. C'est signé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, porte-parole du gouvernement, M. Serigne Mbaye Thiam. Voilà, Thierno, l'intégralité du communiqué du Conseil des ministres. Ibrahima Mboup, merci. Après la tenue du premier Conseil des ministres sous l'ère Macky Sall, le porte-parole du gouvernement a fait face à la presse. Serigne Mbaye Thiam a apporté des éclairages sur la répartition provisoire des services et la résiliation des 687 lignes téléphoniques de la présidence de la République. Il a aussi abordé les difficultés de trésorerie auxquelles l'État fait face. Je vous propose d'écouter Serigne Mbaye Thiam au micro de François Seck. L'élément n'est pas encore en place. Nous passons à un autre élément, le Sénégal qui fait un pas de plus dans le secteur des hydrocarbures. Notre pays va bientôt se doter d'usines de stockage de gaz d'une capacité de 10 000 tonnes, ce qui va aboutir à une baisse du prix du gaz butane. Décision prise au cours d'une audience que le chef de l'État a accordée au président du groupe Trafigura. Nous écoutons Jean-Pierre Valentin, président du groupe Trafigura Afrique, et Abdoulaye Diawo, PDG de ITOC, conseil spécial du président de la République. Ils sont au micro de Pape Biram Biguendiaï. Je suis venu aujourd'hui en compagnie de mon ami Claude Dauphin, président du groupe Trafigura, et un grand ami, accompagné de monsieur Jean-Pierre Valentini, qui est le responsable du département Afrique de Trafigura, pour rencontrer M. le Président de la République. C'est un honneur pour nous, parce que ce groupe, qui est une multinationale dans le négoce, dans les métaux, dans le pétrole, intervient en Afrique et partout dans le monde. Nous avons fait avec M. le Président un tour d'horizon pour recadrer les interventions et densifier les interventions de notre groupe ensemble pour accompagner la politique économique qu'il nous a décrite. Et je pense que dans les prochains jours, nous aurons à indiquer dans quel secteur, mais beaucoup plus. Dans le secteur du gaz, par exemple, je peux vous répondre. Nous avons pris la décision, en dehors d'approvisionner, de construire des stockages supplémentaires au Sénégal. Ça va être une injonction de 10 000 tonnes de capacité de stockage pour un investissement assez conséquent. Et nous remercions réellement M. le Président d'avoir reçu M. Claude Dauphin, qui est une référence en la matière, le groupe Trafigura, et je pense que cela accompagnera ce que M. le Président souhaite dans la nouvelle impulsion qu'il donne à la politique pétrolière de ce pays. Beaucoup d'ouverture, une politique d'optimisation de l'approvisionnement, d'optimisation en termes déjà de prix, pour abaisser la consommation du consommateur, enfin le prix du consommateur, et nous ferons tout pour investir et accompagner le pays pour améliorer cette politique. On a déjà parlé d'investissements que nous sommes engagés à faire, donc comme l'a dit le président Diao, on donnera cette politique très prochainement.
Le premier conseil interministériel du gouvernement d'Abdoul Mbaye s'est tenu hier. Il s'est penché sur la baisse des prix des denrées de première nécessité. La concertation a permis de mettre en place un dispositif qui va concrétiser cette baisse des prix sur les produits comme le riz, l'huile et le sucre. Maman Moussa Niang. Chose promise, chose due. Les nouvelles autorités l'ont bien compris. C'est pourquoi, une semaine après son installation, le Premier ministre a convoqué les acteurs économiques sénégalais pour réfléchir sur la baisse imminente des prix des denrées de première nécessité. Une concertation qui a permis de mettre en place un projet dans ce sens et un mécanisme de suivi pour l'application des mesures prises. Nous avons considéré qu'il fallait mettre en place un dispositif courant jusqu'à la fin de l'année en adéquation avec ce qui nous reste de l'exercice budgétaire. La réflexion doit également porter sur ce qui se fera à moyen et long terme. Très attendue, cette baisse des prix du riz, de l'huile, du sucre sera bientôt effective avec un système efficace de contrôle des prix. Il est très probable que l'essentiel de l'effort viendra de l'État, mais il faudra également que les commerçants et les industriels acceptent d'être contrôlés. Importateurs, commerçants, industriels, producteurs ont adhéré à l'initiative, ont proposé des solutions pour alléger le coût de la vie au Sénégal. Nous avons indiqué au gouvernement les pistes possibles justement de mesures à prendre pour qu'une baisse urgente puisse être opérée. Le Premier ministre a pris bonne note de nos suggestions et a convenu avec nous, bien entendu, de mettre en place un comité technique pour finaliser le travail. Si on fait en sorte que cette société-là achète la production, le paddy, et le décortique par les riziers qui sont installés dans la vallée et d'autres riziers certainement qui vont venir s'installer là-bas, on aura un riz de qualité de la vallée. Et en ce moment, vous allez voir que les consommateurs vont exiger même ce riz-là à la place du riz parfumé. D'autres rencontres sont prévues pour étudier les conditions d'une baisse des prix de l'huile, du sucre et du riz. À présent, lecture de deux communiqués qui nous viennent de la présidence de la République. Les personnes ayant acquis à titre gratuit des véhicules de la présidence de la République, qu'ils soient immatriculés ou non, sont priées de se présenter auprès du secrétariat général de la présidence de la République dans les 72 heures à compter de la date de diffusion de ce présent communiqué pour affaires les concernant. Passé ce délai, la présidence de la République se réserve le droit de les faire immobiliser définitivement et par tous les moyens. La présidence de la République. Les personnes ayant cessé fonction et détenant encore des véhicules de la présidence de la République, qu'ils soient immatriculés ou non, sont priées de les restituer au secrétariat général de la présidence dans les 72 heures à compter de la diffusion du présent communiqué. Passé ce délai, la présidence de la République se réserve le droit de les récupérer par tous les moyens. Signé la présidence de la République. Le ministre d'État Karim Wade a passé le témoin à Ali Ngouille Ndiaye. Son successeur au département de l'énergie promet une rupture dans la continuité de l'action positive de l'équipe sortante. Un peu plus tôt, Karim Wade avait sacrifié au même rituel avec Morgom qui s'occupe désormais du secteur des transports et des infrastructures. L'Ouganda, à l'école sénégalaise, le pays a l'ambition de construire une autoroute à péage. C'est pourquoi les autorités ougandaises ont envoyé une importante délégation à l'APIX, une visite riche en enseignements. C'est ce que nous dit Aline Badarakan. Suspendus aux lèvres de Aminata Niane, les Ougandais ont beaucoup appris. Ils sont carrément tombés sous le charme du Sénégal, un pays du Sud qui a fait un grand bond en avant dans le domaine des infrastructures. Very good impressions. Ils sont très impressionnés par ce qu'ils ont trouvé au Sénégal, les infrastructures, les routes, mais aussi la température et l'accueil des gens qu'ils ont trouvé ici. Ils ont pu effectivement voir tout ce que l'APIX et l'État du Sénégal a pu développer et ils sont très intéressés à faire la même chose en Ouganda. L'Ouganda, qui rêve de devenir un pays émergent à l'horizon 2035, nourrit le projet de construire une autoroute à péage estimée à $800 millions et financée par un partenariat public-privé.
l'APIX prescrit la recette miracle pour réussir ce projet d'une telle envergure. Je leur ai dit, il y a 3 facteurs clés de succès. Premièrement, planifier. Deuxièmement, planifier. Troisièmement, planifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire toutes les études possibles et imaginables, au plan technique, au plan stratégique, au plan financier, au plan environnemental, au plan social. Cette visite studieuse renforce l'axe Dakar-Kampala, un bel exemple de partenariat sud-sud. Nous poursuivons avec les passations de service. Ce matin, le docteur Oumou Haïri Sek a passé le témoin à Madame Aminata Mbengue Ndiaye, une cérémonie marquée par la présence des responsables des associations d'éleveurs des 14 régions du Sénégal. Une rencontre sobre, ponctuée par des prières et encouragements de part et d'autre. La foire internationale de l'agriculture et des ressources animales a ouvert ses portes hier au CICES où des centaines d'exposants sont installés. Cette 13e édition est placée sous le signe de la technologie au service du développement agricole. Le reportage est signé Youssouf Kaba. L'élément n'est pas encore en place. Nous passons à une autre passation de service. C'est entre Thierno et Youssou Ndour. L'ancien ministre du Tourisme a remercié ses collaborateurs. Il a aussi souhaité une réussite totale à son successeur. Youssou Ndour a reconnu les avancées notées dans le secteur du tourisme et compte maintenir le cap. Désormais, il existe un master en agrobusiness dans la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique. Une initiative du réseau ANAFE qui vient de réunir une dizaine d'établissements du supérieur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il s'agit de promouvoir l'agriculture et la mobilité du personnel des universités des pays ACP. C'est Nebou Diokhane, compte rendu. L'élément n'est pas en place. Toutes nos excuses pour ces quelques perturbations dans le conducteur du journal. Passation de service encore au ministère des élections. Mbaye Ndiaye aux commandes, il a pris le témoin des mains de Cheikh Gueye. Le nouveau ministre des élections a promis de travailler dans la transparence et la rigueur. Les femmes de Ngor souhaitent s'investir dans le développement. Elles sont formées en techniques de conservation et de gestion durable des ressources halieutiques et aujourd'hui, elles ont les équipements nécessaires. L'appui est de l'Agence espagnole de coopération internationale. Il a coûté 30 millions de francs CFA. Pape Kolingom. Des GIE Takku Liggéey de Ngor veulent faire du développement local leur priorité. Elles s'activent dans plusieurs activités génératrices de revenus. Elles ont été formées et équipées par leurs partenaires que sont le Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active et l'Agence espagnole pour le développement international. Kheng, c'est une association qui regroupe l'ensemble des organisations féminines de Ngor. Et au sein de ce réseau-là, il existe un GIE de femmes plongeuses à la recherche de produits halieutiques. Elles étaient souvent habillées de t-shirts dans des conditions extrêmement difficiles. Ayant vu cela, nous avons demandé à nos partenaires de la CFPP de bien vouloir les accompagner parce que ce sont des produits qui se font de plus en plus rares, mais qu'elles sont obligées de bazarder parce que nous ne pouvons pas les conserver. Et aujourd'hui, le projet a permis justement de renforcer leur capacité. Et les produits que vous voyez sur la table là, ce sont des produits qui sont conservés pendant 1 an. Les jeunes filles de la localité ont décidé volontairement d'unir leurs forces pour la promotion économique, sociale et culturelle des populations de Ngor. Le financement du groupement Takku Liggéey à hauteur de 30 millions de francs CFA constitue une bonne bouffée d'oxygène pour ces braves femmes plongeuses. Chefs religieux et coutumiers et les locaux tous ont salué cette belle initiative et s'engagent à apporter leur contribution à la réussite de ce projet. À l'instar de ce que l'on fait dans les autres secteurs de la vie comme le sport, nous prenons ici l'engagement de subventionner les femmes de Ngor dans le cadre de l'activité génératrice de revenus. Financé à hauteur de 30 millions de francs CFA, le projet d'appui aux femmes plongeuses de Ngor va désormais relever le défi du développement local durable.
Modou Diagne Fada remplacé par Awa Marie-Coll Seck. La cérémonie de passation a eu lieu dans la sobriété en présence du personnel du ministère de la Santé. Le ministre sortant a félicité le nouveau ministre en charge de la Santé. Situation en Guinée-Bissau, c'est toujours la confusion. Les putschistes ont pris le Premier ministre et ils contrôlent la capitale. Un coup de force condamné partout. Le salon de la résidence du Premier ministre Carlos Gomes Jr. a été éventré par les tirs à la roquette des militaires putschistes qui contrôlent désormais toute la capitale. Des impacts de balles sont visibles sur le bâtiment, visé jeudi soir par les militaires. Le chef du gouvernement, Carlos Gomes Jr., qui est aussi le favori de la présidentielle, a été emmené par des éléments de l'armée. De même que le président intérimaire Raimundo Pereira, devenu chef de l'État en janvier dernier, à la suite du décès du président, Malam Bakaïsana. Les militaires ont occupé la radio nationale, la radio-télévision, les rues et tous les rues de centre-ville de Bissau. Nous attendons aussi la réaction énergique de la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO. La nouvelle du coup d'État est tombée hier, alors que le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères participait aux travaux du Conseil de sécurité et de paix de la CEDEAO à Abidjan. La condamnation a été unanime. Après le cas du Mali, un coup de force à nouveau en Guinée-Bissau. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est inacceptable et ne sera pas accepté par la CEDEAO. L'armée guinéenne affirme n'avoir aucune ambition pour le pouvoir. L'état-major a justifié son action en dénonçant un accord militaire secret conclu entre le gouvernement sortant et l'Angola et qui viserait à légitimer la présence de troupes étrangères dans le pays. Je vous le disais tantôt, après la tenue du premier conseil des ministres sous l'ère Macky Sall, le porte-parole du gouvernement a fait face à la presse. Serigne Mbaye Thiam a apporté des éclairages sur la répartition provisoire des services et la résiliation des 687 lignes téléphoniques de la présidence de la République. Il a aussi abordé les difficultés de trésorerie auxquelles l'État fait face. Je vous propose de l'écouter au micro de François Seck. Il y a un besoin actuellement au niveau de l'État urgent de 200 milliards de francs CFA qui se décline comme suit. 65 milliards donc, je vous ai dit, pour le dérapage qu'on a observé sur la compensation tarifaire concernant l'électricité. 30 milliards d'engagement des nouvelles autorités pour la réduction des prix des denrées de première nécessité. 3,5 milliards pour des vivres de soudure, parce que vous savez qu'il y a des parties du territoire où la famine ou la disette, selon, s'est installée. 15 milliards pour les semences, 15 milliards pour les engrais, 2 milliards pour les aliments de bétail, 5,6 milliards pour une masse salariale et 33 milliards qui est constitué par une moins-value de recettes. Parce que du fait de l'activité économique du premier trimestre, on a eu une moins-value de recettes de 33 milliards. Au total donc, le montant à rechercher pour prendre en charge les besoins nouveaux et la moins-value de recettes s'établirait à environ 200 milliards. Sur ce montant de 200 milliards, des bailleurs de fonds, notamment le PAM, la FAO, l'UNICEF et l'Union européenne, se sont engagés sur 30,5 milliards en faveur du monde rural, soit un montant de 170 milliards maintenant à rechercher, 200 milliards moins 30 milliards. Et l'État lui-même donnera le signal en procédant à un réaménagement budgétaire à hauteur de 90 milliards, dont les 45 seront prélevés sur le budget de fonctionnement et les 45 autres sur l'investissement, tout en veillant à ne pas toucher des projets porteurs de croissance.
Le porte-parole du gouvernement l'a dit, les bailleurs de fonds s'engagent à soutenir le déficit céréalier, la malnutrition et l'alimentation du bétail. Ils sont prêts à mettre 43 milliards de francs CFA pour honorer leurs engagements financiers. Ils l'ont fait savoir lors du conseil interministériel tenu hier. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Abdoul Mbaye au micro d'Abibou Mbaye. Il s'agissait de tirer les leçons de la campagne agricole 2011-2012 et de ses conséquences. Comme vous le savez, il y a eu une pluviométrie insuffisante et nous sommes actuellement au Sénégal en situation de déficit céréalier. Ce n'est pas d'ailleurs une situation spécifique au Sénégal, puisque l'ensemble des pays de la sous-région, notamment ceux de la zone sahélienne, sont concernés. Le président de la République y a été très attentif et très vite, il m'a demandé de convoquer une réunion d'un conseil interministériel consacré à l'étude, l'examen de ce déficit, son appréciation correcte, et également en rapport avec nos partenaires techniques, trouver les moyens de couvrir ces déficits et d'assurer aux populations sénégalaises les moyens de subsistance nécessaires. L'ensemble des bailleurs de fonds se sont montrés particulièrement disponibles et nous avons pu, après un tour de table particulièrement fructueux, s'entendre sur l'évaluation des besoins, sur la manière d'organiser le transport des vivres vers ceux qui en ont besoin. Et on peut considérer aujourd'hui que pratiquement l'ensemble des besoins identifiés pourront être couverts et, ce qui est important, principalement par des dons. Il nous a été, moi-même et l'ensemble des membres du gouvernement, très agréable de constater que les bailleurs n'ont pas attendu l'arrivée du nouveau gouvernement pour se livrer à une évaluation précise des besoins. Et quels sont les engagements qu'ils ont pris concrètement, ces bailleurs ? Écoutez, ce sont des engagements financiers. Je ne peux pas encore en parler. Je ne peux le faire que de manière globale, pour la raison bien simple qu'ils n'ont pas encore reçu de requête. Et nous sommes pourtant déjà à la mi-avril, mais j'ai instruit les ministères concernés pour que dès lundi matin, les bailleurs reçoivent les requêtes leur permettant de mettre en place les fonds qui seront nécessaires, qui sont déjà nécessaires, parce qu'il faut le dire, la faim est déjà présente dans certaines zones du Sénégal. C'est dramatique. Et c'est pourquoi le président de la République a particulièrement insisté pour que ce conseil interministériel se tienne dans les meilleurs délais, ce que nous avons fait. Toutes les zones où il y a la faim sont identifiées ? Elles sont identifiées, mais le travail se poursuit, puisque c'est un travail récurrent et nous avons mis en place un groupe de travail qui réunit aussi bien les services techniques que les représentants des partenaires techniques. C'est un travail qui va se poursuivre durant toute la période de soudure et donc jusqu'au mois d'août. Nous avons un besoin pour couvrir le déficit céréalier qui approche les 25 milliards, un besoin pour assurer l'alimentation correcte du bétail, parce qu'il faut savoir qu'il est en danger également du fait d'une couverture herbacée insuffisante, de fourrage insuffisant. On n'est pas loin des 12 milliards. Et il y a également le dramatique problème de la malnutrition infantile. Et là, nous sommes à un peu moins de 6 milliards. Mais nous avons bon espoir que l'ensemble de ces enveloppes pourront être couvertes par les ressources que nous pourrons obtenir de nos bailleurs, de nos partenaires techniques. Et encore une fois, je le répète, ces ressources auront principalement le caractère de dons. La Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales a ouvert ses portes hier. Elle se tient au CICES où des centaines d'exposants sont installés. Cette 13e édition est placée sous le signe de la technologie au service du développement agricole. Youssouf Kaba. Une forte mobilisation pour marquer l'ouverture de cette 13e édition de la FIARA, Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales,
Déjà, plusieurs exposants déterminés à ne rater aucun moment de ce grand événement. Pour les habitués de ces rencontres d'échange, la Fiara occupe une place importante dans leurs activités. La Fiara pour nous est une vitrine pour que les produits que nous faisons en milieu rural, qu'on puisse les mettre à la disposition de l'urbain. On parle de l'urbain, c'est Dakar, c'est Kaolack, c'est Thiès, c'est Fatick, mais c'est aussi la sous-région. Aujourd'hui, cette vitrine-là, on est en train de l'exploiter et à chaque fois, nous partons satisfaits parce que non seulement nous boostons la commercialisation des produits des mers en termes de chiffre d'affaires, mais aussi nous nouons des contacts qui nous permettent pendant une année de pouvoir écouler correctement les produits. Le ministre de l'Agriculture et celui de l'Élevage ont visité quelques stands. Ils ont rehaussé de leur présence cette ouverture. La Fiara reste toujours une occasion pour certains visiteurs de magnifier l'initiative et l'expertise locale en matière de transformation des produits agricoles. Nous étions passés pour voir quels sont les produits et services qui sont présentés ici. Et à première vue, cette découverte nous a permis de savoir que le Sénégal regorge de beaucoup de potentialités et de beaucoup de ressources humaines dans le cadre de l'agriculture. La Fiara est bien fréquentée par des producteurs et des non-producteurs, par des consommateurs avertis qui voudraient savoir comment est produite telle ou telle autre spéculation. Nous avons plus de 250 stands occupés par près de 1000 exposants. Parce qu'effectivement, c'est de petites bourses qui se retrouvent à plusieurs dans les stands et que donc participent. Parce qu'effectivement, il s'agit de participer. Déjà, l'affluence commence à se faire sentir. Des centaines d'exposants et des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus. Cette 13e édition se poursuit en tout cas jusqu'au 22 avril 2012 au CICES. Ali Haïdar, nouveau ministre de l'écologie et de la protection de la nature, a pris fonction cet après-midi. Il a pris les témoins des mains de Djibo Leïtika. Le nouveau ministre a invité les techniciens du département et les populations à porter l'écologie plus haut. Pour lui, il faut atteindre les objectifs qui conduiront au développement durable. 1500 agents du nettoiement attendent toujours leur salaire du mois de mars. Madanissi, patron de leur syndicat, déclare que si rien n'est fait, 1800 tonnes d'ordures vont envahir Dakar. Il demande aux autorités de réagir. Nous l'écoutons au micro de Bachirba. Je remercie le président Macky Sall de m'avoir honoré. Quelques difficultés techniques rencontrent pour sensibiliser les acteurs des médias sur le handicap. C'était ce matin à Dakar. L'association des personnes handicapées veut ainsi favoriser une meilleure intégration des personnes vivant avec un handicap. Suivons ce reportage de Kaltongay. Les personnes vivant avec un handicap sont souvent marginalisées dans la société sénégalaise. Une marginalisation qui se prolonge parfois dans les médias. À travers des termes jugés péjoratifs, utilisés par la presse pour rendre compte de l'actualité qui a trait aux handicapés. Aujourd'hui, plus que jamais, remédier à ce dysfonctionnement s'avère nécessaire. L'objectif un peu est d'attirer l'attention sur certains articles que nous voyons généralement qui parlent de la dimension handicap, mais qui quelque part peut-être n'utilisent pas le vocabulaire adapté. Donc pour nous, on a jugé important, après une petite évaluation ou étude, si je peux l'appeler ainsi, de la masse médiatique et des produits de cette masse médiatique-là, de partager les résultats de cette étude-là et un peu d'accompagner ces acteurs-là dans l'utilisation du vocabulaire adapté. C'est un atelier pour nous, personnes handicapées, qui est extrêmement important dans la mesure où les médias joue un rôle important dans la sensibilisation de l'opinion et la question du handicap parfois présente certaines complexités liées d'abord au concept même, ensuite au mode de traitement. Le projet décisif prône le droit, l'égalité, la citoyenneté, la solidarité et l'inclusion pour les personnes handicapées. Il va au-delà des frontières du Sénégal. 8 pays de la sous-région en bénéficient. Avec cette nouvelle trouvaille, les handicapés ne devraient plus se sentir exclus de la société.
Pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir que les médias puissent diffuser de l'information de manière positive. Parfois, l'information qui est diffusée sur les personnes handicapées, et je tiens au mot personnes handicapées, c'est bien pour montrer que ce sont avant tout des personnes, que le handicap n'est pas la principale chose sur laquelle on doit communiquer, mais on doit bien communiquer sur le fait que ce sont des personnes qui ont des droits humains comme tous les autres citoyens, et que le handicap n'est qu'un facteur complémentaire, mais qu'on peut le promouvoir de manière positive. Cet atelier aura été un moment de réflexion et de partage. Au sortir de la rencontre, le traitement de l'information relative aux personnes handicapées devrait connaître un léger mieux. Je vous le disais tout à l'heure, 1500 agents du nettoiement attendent toujours leur salaire du mois de mars. Madanissi, patron de leur syndicat, déclare que si rien n'est fait, 1800 tonnes d'ordures vont envahir Dakar. Il demande aux autorités de réagir. Nous l'écoutons au micro de Bachir Ba. Aujourd'hui, il est de notre devoir de sensibiliser l'opinion, mais de sensibiliser aussi les autorités. Pourquoi à chaque fois c'est un éternel recommencement? C'est un budget qui a été voté, qui est là. Les hommes partent, mais les institutions demeurent. Il doit y avoir la continuité du service. Pourquoi ces techniciens de surface, pour percevoir leur salaire, c'est la croix et la bannière? Donc c'est une situation vraiment qu'on ne comprend pas. Nous interpellons vraiment ces autorités pour qu'elles fassent, puisque ces agents commencent à perdre patience. Nous sommes dans un pays de droit, il faut que force reste à la loi. Tout travail mérite salaire. Bien vrai qu'il n'y a pas encore de passation de service, mais pour un État qui se respecte, il doit y avoir une continuité du service. Donc ces travailleurs, ce qu'ils exigent, c'est de meilleures conditions de travail. Ce qu'ils exigent, que des salaires soient payés à temps pour qu'on ait des villes propres, pour qu'on ait des quartiers rayonnants. Mais malheureusement, il y a un éternel recommencement. Donc j'interpelle vraiment ces autorités pour que ces salaires soient payés le plus rapidement possible, puisque déjà on ne peut plus attendre. Non seulement instaurer l'autorité dans le secteur, puisqu'il y a une anarchie, des comportements qui n'honorent pas ce secteur. Ces autorités doivent faire confiance aux travailleurs du nettoiement et inculquer de nouvelles mentalités pour qu'il y ait un changement de comportement responsable. Puisque, regardez ces comportements, on jette les ordures à tort et à travers, et n'importe où, n'importe comment. Ces travailleurs vraiment sont fatigués, et c'est le lieu de leur rendre un vibrant hommage. Ces autorités doivent faire confiance aux travailleurs du nettoiement et inculquer de nouvelles mentalités pour qu'il y ait un changement de comportement responsable. Puisque, regardez ces comportements, on jette les ordures à tort et à travers, et n'importe où, n'importe comment. Ces travailleurs vraiment sont fatigués, et c'est le lieu de leur rendre un vibrant hommage. Pour un bon déroulement du Magal de Mbacké Kadior, le comité d'organisation évalue le dispositif mis en place. Les mesures prises sont importantes et aucun domaine n'est épargné. De la santé à la distribution de l'électricité en passant par l'hygiène. Voici les détails avec Diana Badia. Autorités administratives, coutumières et religieuses se sont réunies pour voir l'état d'avancement du dispositif pour la tenue du Magal de Mbacké Kadior. Pour la sécurité des fidèles, des sapeurs-pompiers et des gendarmes seront déployés. La santé et l'hygiène ne seront pas en reste. Il y avait 5 ambulances mises en place et 5 bases sanitaires en renfort avec le centre de santé de Darou Moussi et le centre de santé de Mbacké Kadior. Un renfort de médicaments a été demandé au niveau central. Le comité d'organisation invite la gendarmerie à concevoir un plan de circulation. Les sociétés de radiotéléphonie et d'électricité sont appelées à veiller à la régularité de leur réseau. Télécommunications, nous avons sollicité de la part de la Sonatel un réseau fiable et fonctionnel, l'Internet à haut débit. Les responsables de la Sénélec venus de la zone nord ont pris les engagements d'aller sur place, de palper la réalité des besoins et de prendre toutes les dispositions habituelles. Les organisateurs soutiennent que l'approvisionnement en eau sera assuré par le forage et des camions-citernes. Ils demandent également l'installation de panneaux de signalisation pour éviter les accidents. Du côté de Touba, le khalife général des Mourides tient à la réussite du Magal prévu le 21 avril à Mbacké Kadior selon son représentant.
Nous nous rendons à présent dans le sud du pays. Sur place, la 20e édition des journées culturelles de Kanyaru a vécu sous le signe de la paix et du développement. Danse, spectacles et exposés ont rythmé l'événement. Les populations de ce village du département de Bignona ont démontré une fois de plus que l'union fait la force. Lui, Philippe Sagna. Toutes les classes d'âge réunies pour une seule préoccupation, booster l'économie locale. Vecteur de développement, la culture est la voie la mieux indiquée dans ce village pour fédérer les cœurs. Toute une chorégraphie pour illustrer l'engagement et la détermination de promouvoir cette ambition commune. Les objectifs de ces journées culturelles s'articulent autour du développement. Quand on parle de développement, on parle plusieurs secteurs. Éducation, santé, hydraulique, agriculture, pour ne citer que ces activités. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici pour rappeler aux gens, pour rappeler la population et tout le monde entier que le développement de notre localité ne peut venir que de nous-mêmes. Une telle initiative ne peut laisser indifférents les pouvoirs publics. Je réaffirme plus précisément tout le soutien, tout le plaisir, toute la joie donc, que le ministre de la Culture, n'est-ce pas, a par rapport à cette journée, mais également, n'est-ce pas, toute la joie également que M. le gouverneur également a pour accompagner, n'est-ce pas, cette journée qui est un symbole de paix. À côté de la danse, il y avait de la lutte traditionnelle, du beau spectacle dans la fraternité. Les journées culturelles de Kanyaru permettent surtout de faire découvrir les talents cachés. Kanyaru dans le département de Bignona. Nous revenons à Dakar, c'est pour recevoir sur ce plateau Koumba Diakhatemar. Week-end Sport, bonsoir. Bonsoir Thierno. Bienvenue. Nous démarrons par la nomination du nouveau ministre des Sports qui a pris fonction hier. El Hadji Malick Gakou, installé officiellement hier à la tête du département des Sports. Il a reçu donc pas mal de dossiers estampillés urgents, entre autres les éliminatoires de la CAN Football 2013, Mondial 2014 et puis les JO Londres 2012. Et justement à propos de ces JO, l'équipe olympique du Sénégal est dans l'ultime phase de sa préparation. Un match amical est d'ailleurs prévu avant le départ de l'équipe lundi. Cette rencontre va donc servir de test aux entraîneurs pour choisir les 23 lions qui vont défendre les couleurs du Sénégal. Sénégal-Oman, c'est le 23 avril prochain à Coventry en Angleterre. Et en attendant, notre reporter Dahaba a regardé l'une des séances d'entraînement de l'équipe. Le groupe Sénégal divisé en deux équipes. L'opposition était dans le planning du staff technique. Des coachs intransigeants sur le respect des consignes. La mise en pratique de schémas tactiques différents a servi à deux choses. Il nous faut encore énormément travailler pour le 3-5-2. Que nos garçons ne maîtrisent pas encore parfaitement, mais qu'il faut aussi renforcer nos acquis, alors surtout sur le plan défensif. Parce que pendant 2 fois 15 minutes, il y a l'une des équipes, alors la défense, alors supposée de base, supposée titulaire, a encaissé 3 buts. Je pense que c'est pas un bon signe. La préparation des Olympiques se déroule dans une bonne ambiance. Elle est même visible sur le terrain. Ça se passe bien, on se prépare bien et on est conscient de ce qui nous attend le 23, Inch'Allah, et j'espère qu'on va répondre présent, Inch'Allah. La pression à mesure que l'on se rapproche du match qualificatif aux Jeux Olympiques Londres 2012 à Coventry, les joueurs la vivent, même si parfois on veut l'évacuer. C'est vrai que c'est un match important pour nous, pour le peuple, mais la pression, on va gérer. C'est vrai, il y a toujours une pression, parce que tous les jeux veulent participer à la qualification. Mais donc, c'est la loi du sport, il y aura que 23 qui vont partir. Et on souhaite qu'avec de tout cœur, que ces 23 qui vont partir vont ramener la qualification. Autre aspect positif, l'infirmerie.
complètement dégarni et nous profitons de l'occasion pour dire merci à Dr Dansoko et son équipe. Ils font du bon travail. Seul souci de l'encadrement technique, les problèmes administratifs des joueurs expatriés. Ils peuvent influer sur la date de départ de l'équipe prévue lundi. Auparavant, la liste des 23 Lions olympiques va être publiée ce week-end. Nous restons avec le football. Kumba, Ligue 1, la 11e journée se joue ce week-end. Et Tierno, nous sommes à 4 journées de la fin de la phase aller et c'est parti pour la course pour les playoffs qui sera donc lancée ce week-end. Djambar dans la poule A et Casasport dans la poule B sont en position de force pour donc jouer ces playoffs. La 11e journée de la Ligue 1 s'annonce alors palpitante. Ndai Aïdadia. À 2 victoires seulement des playoffs, Djambar joue gros ce samedi au stade Amadou Barry contre Guédiawaye Football Club. Leader de la poule A avec 22 points, Djambar est à 1 pas des PO. Son dauphin Uzo reçoit la Linguère à Dakar. Les Wakamois champions au titre veulent eux aussi jouer les playoffs. Leur poursuivant immédiat, la CSS fait un long déplacement ce week-end pour affronter le Dakar University Club. Dans la poule B, la course s'annonce plus serrée entre Casa, Jaraaf et Niary Tally. Le club de Ziguinchor, actuel leader avec 21 points, est en pole position pour les playoffs. Le Casa Sport est à 5 longueurs de Niary Tally, 3e. Ils s'affrontent ce dimanche à Demba Diop. Jaraaf, 2e avec le même nombre de points que Niary Tally, 16 points, va tenter de se rapprocher des playoffs en recevant le dernier de la poule Dara. Choc du milieu de tableau entre Douane, 5e et Tourékonda, 6e. Ce sera au stade Demba Diop ce dimanche. Ligue 2, la Ligue 2 aussi joue la 11e journée ce week-end. Ce week-end avec d'abord demain dans la poule A, la Renaissance de Yoff qui reçoit Dakar Sacré-Cœur. Ce sera à partir de 17h. Et puis il y a aussi dimanche Stade de Mbour qui joue contre la Lanterne Rouge, Mbarguetche. Et pour le compte de la poule B, toujours 11e journée de Ligue 2, il y a ce samedi Sounayor 4e qui joue contre HLM 3e et la Lanterne Rouge. Thiès FC reçoit Olympique de Ngor 2e au stade de la Dior. Ndiambour leader reçoit Saloum 5e au stade de Louga. Escrime, l'équipe du Sénégal en déplacement vers le Maroc. Les escrimeurs sénégalais Tierno préparent les 2 compétitions hyper importantes, le tournoi qualificatif au JO Londres 2012 et les championnats d'Afrique seniors, des compétitions qui démarrent ce 19 avril au Maroc, précisément à Casablanca. Et les Lions escrimeurs sont dans la dernière phase de préparation, phase rythmée par 3 séances d'entraînement par jour. Une de ces séances regardée par Louis Bitsa. Un double objectif au Maroc, les Lions de l'escrime à la recherche de la qualification pour les Jeux olympiques et des titres continentaux. Il y a des titres à prendre au lendemain des qualifications de zone, comme les championnats d'Afrique, aux 6 armes. Donc nous avons aussi Mamoudou Keïta, Alexandre Bouzaïd, Cheikh Oumar Diallo, Ibrahim Ndiaye qui est venu des États-Unis spécialement pour défendre des titres. Et il y a aussi le petit frère de Mamoudou Keïta, Ibrahim Keïta, qui est venu aussi spécialement des États-Unis pour défendre les couleurs sénégalaises. Face au double défi qui les attend, les tireurs sénégalais sont armés d'un moral de fer, l'optimisme et des mises. L'objectif premier, c'est déjà les qualifications olympiques, puisque avec les points, je n'ai pas pu en avoir parce que je n'avais pas assez de suivi pour pouvoir accéder aux points sans autant faire les zones. Mais bon, comme les choses se sont passées comme ça, j'ai fait d'abord les zones déjà, bon, ce qui est essentiel.